suis né dans une famille, je veux dire, artistique. Mon père était musicien et un musicien accompli. Je l'admirais parce qu'il était trompettiste. Mais il ne m'a jamais appris la musique. Il ne voulait pas que j'apprenne la musique. Alors, mais dans mon entourage, il y avait mes cousins, et je peux citer, et des voisins aussi, quelques noms que je peux citer. Il y avait Somu Valaiden, il y avait Ari Tievengadon, il y avait Pitch Venkatasamy, qui étaient des comédiens, à l'époque. Et je l'ai vu en train de jouer au Plaza. C'est comme ça que j'ai appris. J'étais accessoiriste. J'étais la mascotte de cette troupe qui s'appelait les Second Tamil Scouts à l'époque. Donc j'ai fait mes armes dans cette troupe. Et puis j'ai débuté à l'âge de 14 ans. J'ai débuté sur scène. J'ai appris tout sur le tas. Et ça, je crois, c'était une école, vraiment. Parce qu'on est passé par tout ça avant de pouvoir jouer vraiment. Parce qu'il y avait de la compétition pour pouvoir monter sur scène. Même pour dire une ligne, il y avait de la compétition. Donc j'ai débuté ma carrière vraiment vers l'âge de 14 ans. Et puis j'ai participé dans des pièces. Et à cette époque, on ne jouait pas en créole. Hein, on jouait en anglais et en français. Nous étions la seule troupe à pouvoir jouer en anglais et en français. Et presque tous les ans, nous étions les finalistes, sinon les vainqueurs dans des festivals qu'on appelait à cette époque le Youth Drama Festival, right? Organisé à cette époque par pas le ministère, mais c'était plutôt par la jeunesse. J'ai oublié le nom vraiment, mais c'était pas parce qu'il n'y avait pas de ministre à l'époque. Hein. Donc, et puis, petit à petit, j'étais primé au National Drama Festival comme meilleur acteur, meilleur metteur en scène aussi. Et donc, j'ai joué. Et ensuite, dans les années 70, après avoir quitté le Second Tamil Scouts, on était dans une mouvance à cette époque, le militantisme. On a changé le nom de Second Tamil Scouts, c'est devenu 3A, Amateur Artist Association. Et puis quand j'étais à l'université, là, il y avait le mouvement, le militantisme à l'époque, où on voulait vraiment donner sa valeur à la langue créole. Et j'étais à l'université à l'époque, et c'est moi qui ai introduit les théâtres à l'université. On avait joué la pièce interdite de Dev Veerasoamy qui s'appelait Lee. J'ai joué Lee, et pour vous dire, raconter une petite histoire. Alors, à l'université, j'ai reçu le Golden Award, le Limfat Gold Award, mais on n'a pas mentionné ça durant la cérémonie de remise de diplôme. Right? Mais il y avait un prof qui était vraiment, vraiment mécontent. Il me dit, tu as obtenu ce prix, cette médaille. On n'a pas mentionné. Je dis, je m'en fous, ça ne me dit rien. Et puis, ils ont organisé une cérémonie pour me remettre la médaille. C'est pour vous dire que à l'époque, on était contre le militantisme vraiment, parce que à l'université, on organisait des conférences, hein, des conférences sur des sujets variés. On était le seul à cette époque, le groupe d'université, à organiser des conférences. C'est pourquoi on m'a ciblé, on m'a boycotté d'une certaine façon, mais on ne peut pas m'empêcher de continuer ce que je crois. Après l'université, avec mon ami Raju Ramana, Bismadev Sibalak et d'autres encore, nous avons créé la Mauritius Drama League. Là, nous avons commencé à jouer des pièces en anglais, en français. Et puis, dans les années 80, nous avons joué en créole. C'était le général Macbeth de Dev Veerasoamy qui a fait un tabac, vraiment, à cette époque. Nous avons joué plusieurs pièces de Dev Veerasoamy. Et puis, après ça, j'ai joué aussi dans les traductions que Radio nous a proposé de faire en créole.
Après ça, dans les années 2000, j'ai créé la troupe Sapsiwai, moi et Dao Mamoutien. Nous avons créé la troupe Sapsiwai et nous avons commencé. Et puis la troupe Sapsiwai, c'est là que j'ai débuté aussi ma carrière de dramaturge. C'est là que j'ai commencé à écrire vraiment. Ma première pièce, c'était Baraz, une pièce qui dénonce le communalisme à Maurice. Alors, cette pièce a fait un tabac à cette époque, parce que tout le monde, c'est la première fois qu'on parle du communalisme sur scène. Et comment les politiciens aussi font comme les Anglais, c'est-à-dire divide and rule. Et cette pièce, je garde ça toujours comme un bon souvenir dans ma carrière de dramaturge, parce que ça, c'était vraiment... Et cette pièce, peut-être... Je peux raconter l'histoire de cette pièce. J'étais dans les années 60, c'était le cyclone Carole. J'habitais dans une maison en tôle, une maison vraiment fragile. Et pendant le passage du cyclone, les tôles s'envolaient. Moi, toute la famille était dans la maison. Non seulement ça, les voisins aussi étaient là. Nous étions, quand je dis le voisin, il y avait toutes les communautés qui étaient réunies là. Les adultes jouaient au domino, les femmes préparaient à manger, nous, les enfants, nous jouons. Et nous nous amusons vraiment dans cette atmosphère cyclonique, on peut dire, parce que c'était vraiment, moi j'ai bien aimé parce que tout le monde s'était réuni là. On ne sentait pas vraiment cette différence de communauté, vous voyez. Et par exemple, moi je suis Gaston Valaiden. Gaston, pourquoi Gaston? Parce que mon voisin s'appelait Gaston. Il avait l'habitude il était veuf, c'est ma grand-mère qui lui préparait à manger, que ce soit déjeuner ou le dîner. Alors j'allais, moi, lui remettre son plat. On s'asseyait dehors, c'était en plein air, on mangeait en plein air. Et il me racontait l'histoire du Christ, par exemple. J'aimais ça. Je commençais à lui poser des questions et ma grand-mère disait « Laisse Michel Gaston ». Alors, par la suite, on m'appelait le petit Gaston. Et je suis devenu Gaston Valaiden. Vous savez, à un moment de votre vie, de votre carrière, de ma carrière artistique, je me suis demandé, peut-être, je vois les choses différemment. Ouais. Je crois qu'un artiste, que ce soit un comédien, un metteur en scène ou un dramaturge aussi, il faut qu'il y ait de la variété dans son travail, même dans sa personnalité. C'est important de pouvoir continuer à vivre si vous regardez dans la vie de tous les jours, nous ne sommes pas, par exemple, moi je ne suis pas la même personne qu'hier. Je suis un jour plus vieux, donc il y a quelque chose quelque part dans mon corps qui a changé. Donc nous ne sommes pas pareils, il y a toujours une différence. Mais je vois ça à travers les pièces que je monte. C'est-à-dire j'ai toujours monté une pièce, je regarde la pièce d'une façon différente, tout le temps. Alors je me suis dit, peut-être si je commence à jouer, à mettre en scène, je vais faire ça différemment. Et puis il y a autre chose. La mise en scène, je l'ai débutée après mes 25 ans. Parce qu'à cette époque, les Youth Drama Festival organisés par le ministère, et un des règlements qu'il y avait, si vous avez plus de 25 ans, vous ne pouvez pas jouer. Donc, soit vous faites la mise en scène, ou vous quittez le théâtre, vous quittez le plateau, vous allez faire quelque chose, vous allez vous voir ailleurs, quoi. Mais c'est comme ça que j'ai débuté la mise en scène après l'âge de 25 ans. Et puis je me suis remis à jouer lorsque on a créé la Mauritius Drama League. Là, j'ai joué parce que toutes les pièces de Davy Assormi et j'ai joué d'autres pièces encore. On jouait en anglais, en français et en créole aussi. Surtout à la fin des années 80, là où la langue créole a commencé à prendre de la valeur, nous avons donné sa place à la langue créole sur le même pied d'égalité que l'anglais ou le français. Parce que nous ne voyons pas la différence entre les deux. On ne veut pas mettre
disons, le créole avant les autres langues. Je dis, la langue créole, la langue française et la langue anglaise sur le même pied d'égalité. Pas de différence. Parce que tous les jours, j'étais enseignant, donc à l'école, j'enseignais en anglais, en français et en créole. Parce que parfois, la langue créole, ça passe mieux quand on enseignait à l'époque. C'est mieux comme ça. Donc, pour moi, les trois langues, je les vois sur le même pied d'égalité. Parce que le Mauritius Tamaïque jouait que des pièces d'auteurs étrangers, anglais, français ou quoi que ce soit. Moi, j'en ai assez. Je voulais monter des pièces mauriciennes. Parce que à Maurice aussi, il y a beaucoup de créateurs. J'ai nommé Davy Assormi, mais il y avait Henri Favori aussi, qui faisait du théâtre et qui, lui aussi, il valorisait, je peux dire, la langue créole. Alors j'ai commencé, ma première pièce, c'est toujours à propos de ce cyclone Carole, qui m'est resté en tête. Je voulais dire quelque chose, ça a ruminé dans ma tête pendant plus de 40 ans, je crois. 60, 40, 60 ans, on veut dire. C'est resté dans ma tête comme ça. J'ai travaillé. J'ai dit qu'il faut, quelquefois, qu'on raconte cette histoire merveilleuse que moi, j'ai vécue. Mais je crois que cette histoire est merveilleuse dans le sens que le public a bien reçu cette pièce. Alors, je me suis mis à écrire et voilà, ça a donné Baraz. Et Baraz aussi, on a fait un court-métrage là-dessus que j'ai tourné avec l'aide de David Constantin et Gopalan Tjelapermal. Le film, le court-métrage, a été joué dans plusieurs villes étrangères. Je crois Clermont-Ferrand, j'ai joué à Tunis, en Italie, au Vietnam. Ce film a fait presque le tour du monde. Ma deuxième pièce, c'était Mediapoli. J'aime créer les mots, hein, comme ça, je prends les mots. Pourquoi j'ai dit Mediapoli? Parce que je pense à ce mot, monopoly. Hein. Et Mediapoli, alors média, c'est le média qui prend contrôle de l'esprit humain, ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. L'opinion est, disons, on peut dire ça, fabriquée par les médias. Les médias contrôlent l'opinion publique. C'est ça que j'ai écrit l'année 2002 à peu près. Et j'ai dénoncé ça, où les médias, que ce soit les journaux, la télé, la radio, le téléphone, le portable, tout ça, c'est transformé, c'est devenu des êtres humains qui prennent le contrôle d'une famille. Et ça, c'était Mediapoli. Mais je dois dire que l'année 2000, j'ai été choisi pour une pièce adaptée d'un roman de Karl de Souza, La maison qui marchait vers le large, avec comme metteur en scène Vincent Collin, un Français, qui est venu à Maurice. Il a fait un casting et il m'a choisi, moi et Maryse Despeigné, pour la pièce. Nous avons joué que 2 fois à Maurice, c'est dommage. Et puis nous avons joué pendant presque un mois à La Réunion, et puis à la cartoucherie de Vincennes, où nous avons joué pendant 1 mois. Et là-bas, ça fait un tabac. Et je ne sais pas pourquoi à Maurice, ça n'a pas payé. Je ne sais pas. Et les gens ne sont pas venus. Je me pose toujours la question. Hein. Et puis j'ai écrit une pièce où j'ai eu le premier prix d'écriture théâtrale, Abbé-moi. Et Abbé-moi, ça raconte l'histoire de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Par exemple, vous savez, quand un voleur entre chez vous et il tue votre épouse et votre enfant, vous avez tendance à vous venger. C'est la première chose qui passe dans votre tête quand vous allez pouvoir vous venger. Et c'est l'histoire, ça raconte l'histoire de cet homme dont l'épouse et l'enfant ont été tués. L'épouse a été violée par des voleurs. Alors ce qu'il a fait, il a kidnappé les voleurs après leur temps d'emprisonnement et
il les a emmenés dans sa maison et il a dit que bon, c'est maintenant, moi je vais juger. Maintenant la question, ces deux hommes, ces deux voleurs sont devant lui, est-ce qu'il peut tuer de sang-froid? Il essaye, il arrive, même s'il est triste, il veut le faire, mais en fin de compte, il y a l'être humain qui est en lui, il peut pas. Il peut pas. Il préfère se tuer lui-même, se suicider, que de tuer d'autres humains. Et puis, j'ai fait des recherches sur l'histoire de Sagos, de Diego Garcia, l'expulsion des Sagossiens. Alors là, j'ai appris beaucoup de choses. Alors je me suis dit que je dois écrire quelque chose qui va rester peut-être quelque part, parce qu'on n'a jamais dit la vérité sur l'histoire des Sagossiens. On n'a jamais dit. Et vous savez, lorsque moi j'ai lu les articles, tout ça, j'ai consulté beaucoup de gens qui ont vécu cette histoire. J'ai appris que bon, le gouvernement mauricien aussi était, à l'époque, était responsable de ce qui s'est passé avec les Sagossiens. J'ai dénoncé tout ça dans cette pièce. Alors cette pièce a été sélectionnée, d'abord j'ai joué la pièce ici, et puis ça a été sélectionné pour un festival à San Francisco. Alors là, il y a une histoire assez intéressante, dans le sens que lorsque je fais une demande, parce que vous savez, le ministère met à la disposition des artistes une somme pour qu'ils puissent présenter leur pièce à l'étranger. Je fais une demande, mais ils ont tellement pris de temps, je crois qu'ils l'ont fait expressément, parce qu'à cette époque, c'était le gouvernement travailliste qui était au pouvoir, et dans la pièce, je dénonce que ça, moi, bon, je l'ai dit franchement, je dénonce ce responsable à l'époque, je dois dire, Sassi Ousagaram Goulam, qui lui aussi, il a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Alors, j'ai dénoncé cet état de choses dans la pièce. Alors, je crois que, bon, ils m'ont boycotté. Et c'est pourquoi j'ai retourné ma médaille de la République. J'ai retourné ça au ministre parce que le ministre a menti en pleine séance parlementaire. Et qu'est-ce qu'il a donné comme excuse? Que la pièce pouvait blesser la sensibilité des Américains. Où il est allé chercher cette réponse, je me demande. Alors, lorsque j'ai retourné la médaille de la République, ça fait, disons, comment dirais-je, quelque chose, hein, un nombre de choc à l'île Maurice, parce que ça a été couvert par les médias. Hein. Alors, ils m'ont appelé, ils m'ont dit que bon, il faut que je reprenne ma médaille, et en échange, ils vont me subventionné pour le festival. J'ai dit non, j'ai refusé. J'ai dit, vous gardez tout. Moi, je vais pas. J'ai pris une décision, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais en fin de compte, ils ont décidé de me financer pour ça. Et j'ai joué à San Francisco où, vous imaginez, il y avait une centaine de participants, plus de 100 participants, c'est-à-dire des gens, des professionnels surtout, venant d'Europe, de l'Asie, tout ça. Et le petit Mauricien, là, la petite pièce mauricienne, a obtenu le Best of the Fringe. Vous voyez? Et après ça, la pièce a été sélectionnée pour New York. Alors, New York aussi, ça aussi, il faut le dire. Vous savez, quand j'ai fait une application pour New York, ils m'ont demandé le script, et le script a été lu par un panel représentatif de la société new-yorkaise. Vous voyez? Donc, parmi, je crois, 2000 demandes, la pièce Mad Dogs of Diego a été choisie. C'est-à-dire, nous étions à peu près 120. Vous imaginez, 120 sur 2000, c'est déjà un exploit. Et là, le ministre a pris sa vengeance. Il ne m'a pas financé. Mais moi, ce que j'ai fait, j'ai joué la pièce, et à travers l'argent que nous avons pu collecter, nous avons pu aller à New York.
Et cette pièce, je l'ai jouée aux Caraïbes aussi, dans le cadre du festival franco-créole aux Caraïbes. J'ai joué la pièce à La Réunion, et puis à Rodrigo aussi, j'ai joué la pièce. Après ça, j'ai écrit une pièce sur notre système éducatif à l'époque qui est basé sur l'élitisme. Alors la pièce s'appelait Film au cerf-volant, parce que les enfants maintenant n'ont plus le temps de jouer au cerf-volant. S'ils veulent jouer au cerf-volant, ils achètent des cerfs-volants préfabriqués dans les supermarchés. C'était pas quelque chose. Moi, à l'époque, je fabriquais mon propre cerf-volant. On achetait les feuilles de papier, comme on dit, feuilles de papier mousseline, avec le balai de coco. Right? On fabriquait nos cerfs-volants. Mais maintenant, les enfants ne le font plus. Et donc, ils ne savent pas comment fabriquer un cerf-volant et quels sont les différents types de cerfs-volants. C'est à travers cette pièce, j'ai parlé de cerfs-volants Lascar, Seringueul, Patang, Carambole, Roi des airs, tout ça. Et les enfants ne savaient pas. Demander à quelqu'un, à un enfant d'aujourd'hui, de parler de ce type de cerf-volant, il ne pourrait pas vous dire. Donc, dans la pièce, je parle de ça. Comment les enfants, maintenant, sont devenus des robots. Ouais? Ils viennent à l'école, ont les baux d'informations, arriver à la maison, devoir, rien du tout. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais à l'école primaire, le prof apportait des magazines. Je me rappelle, j'avais pas les moyens d'acheter des magazines, mais le prof, lui, il nous a aidés. Donc, on lisait beaucoup. Ouais. Mais maintenant, non, les enfants ne lisent plus. C'est que académique. Dans le secondaire aussi, c'est la même chose. Hein. Les enfants ne lisent plus. Il n'y a plus de lecture vraiment, à proprement parler. Les profs ne les encouragent pas à parler. C'est pourquoi vous parlez du théâtre, par exemple. Moi, j'avais eu l'occasion, lorsque je travaillais au Collège du Saint-Esprit, on m'a donné l'occasion de faire du théâtre en dehors des heures de classe avec les élèves. Et nous avons participé à toujours au festival d'art dramatique, nous avons eu plusieurs prix, et les enfants étaient très contents de faire du théâtre, mais après, ça ne pouvait plus continuer parce que les enfants, les parents surtout, insistaient pour que les enfants aillent en classe d'abord. Ouais. Même en jour pendant le week-end, ils ne peuvent pas venir aux répétitions parce qu'il y a des leçons particulières. Donc j'ai dû abandonner, j'ai cessé de travailler avec les enfants dans le domaine théâtral, quoi. Mais après ça, j'ai écrit une pièce sur un peu la violence conjugale, le sida, l'infidélité. Et cette pièce parle du viol dans le mariage. J'ai écrit cette pièce en 2007, je crois, 2007. C'est la première fois qu'on parlait du viol dans le mariage. C'est l'année dernière, je crois, que le gouvernement voulait, je crois, introduire une loi qui condamne le viol dans le mariage, qui reconnaît le viol dans le mariage. Voilà. Et puis, j'ai écrit une pièce, un one-man show, et c'était l'étiquette. L'étiquette dénonce les gens qui vous regardent d'abord. Ils ne vous regardent pas en tant qu'être humain, ils vous regardent d'abord votre couleur, votre nom. C'est comme s'ils vous classifient. Ouais? Ils vous mettent dans des petites boîtes. Si vous vous rappelez cette chanson de Graham Allwright, Petite boîte, ouais? On vous met dans des boîtes tout le temps. Les gens sont comme ça. Lorsqu'ils vous regardent, ils vous écoutent. D'abord votre nom, ils vous mettent dans des boîtes. Ils veulent toujours vous mettre dans des boîtes. Ils ne veulent pas vous voir, vous regarder en tant qu'être humain, mais toujours des boîtes tout le temps. Donc l'étiquette, j'ai écrit l'étiquette après le nœud. Le nœud, c'est cette pièce qui raconte le viol dans le mariage. Donc après l'étiquette, c'est elle qui dénonce vraiment comment les gens, comment quelqu'un regarde l'autre.
Right? C'est que son regard, cette étiquette qu'il pose sur l'autre. Right? Par exemple, le personnage principal, par exemple, est, disons, il est tamoul et catholique, c'est-à-dire créole et catholique. Hein? Alors le musulman lui dit qu'il est un infidèle, le créole lui dit qu'il est païen, l'hindou qui n'est pas tamoul lui dit qu'il est rawan. Rawan c'est un démon, hein? C'est un démon, donc et il a toute cette étiquette qu'il traîne avec lui. Et puis il commence à dire qu'il ne croit pas en Dieu. Right? Donc là, les trois se réunissent et ils veulent contrecarrer ses idées à lui. Quand il dit que bon, il ne croira plus en Dieu, donc c'est pas. Alors tout de suite, il devient athée et être athée, c'est pas acceptable. Donc on le tue. Et puis j'ai fait la mise en scène d'une pièce de Sedley Hasson, Invisible Man, une pièce en anglais, une pièce qu'il a écrite. Bon, il m'a dit de monter la pièce, je fais la pièce. Après ça, j'ai fait la mise en scène de cette pièce, cette brûlante envie de servir de Lindsay Duquette. Alors, produit par l'agence immédiat de Ramapo Nusami. Et nous avons joué cette pièce aussi à Paris, au théâtre de Maturin. Donc, après ça aussi, j'ai monté une pièce d'Oumar Timol, qui s'appelle Journal d'une vieille folle. Ça, je fais la mise en scène de cette pièce, et cette pièce a été très bien accueillie par le public. Et après ça, j'ai fait la mise en scène d'un poème de Nanda Devi, Ceux du large, qui parle des réfugiés, des migrants, des migrants, la tragédie des migrants. Et j'ai joué ici, devant une centaine de personnes. J'ai fait 3 représentations et toujours. Et donc la mise en scène aussi était différente, dans le sens que j'ai placé les chaises dans toutes les directions. Donc les gens, quand ils regardent la pièce, parfois ils voient un comédien dans cette direction, ici, par derrière. Il faut dire que les migrants, ça vient de partout. Ça vient de partout. Et dans mes pièces aussi, je dois faire ressortir que toutes mes pièces, c'est toujours des décors dépouillés. C'est un décor minimaliste. Pourquoi? Parce que moi, je crois dans le public. Je crois que la création, d'abord, commence par les répétitions, ça c'est et commence dans la tête du metteur en scène, bien sûr, et puis à travers les répétitions, puis sur la scène, et ça se termine avec les spectateurs. Le spectateur est un élément important dans la création. Il faut que le spectateur puisse recréer l'histoire. Ça, c'est important. Sinon, si on fait tout là, le spectateur n'aura rien à prendre avec lui en sortant de la salle. Et ça, c'est important pour moi, en tant que metteur en scène. Je crois que le public, pour moi, est important. Il faut que le public puisse terminer la création. Alors, j'ai cette pièce, cette brûlante envie de servir. Après ça, Ceux du large de Nanda Devi. L'année dernière, j'ai monté Les Justes d'Albert Camus dans une traduction d'Armand Moutien avec des comédiens et, disons, confirmés comme Robert Furlong, Jean-Claude Catella, Géraldine Boule, mais aussi avec des débutants comme Salvage Kemraj, Kelly Huntinghon et Myrène Jaouri aussi, qui a remplacé Darma Moutien pour une représentation. Et Edine Bagalou. Mais Edine Bagalou, lui, il a déjà joué, mais c'est la première fois qu'il jouait avec moi dans une de mes créations. Mon premier long métrage, c'était L'automne de ma vie avec Maryse Despeignets. Et avec Luc Legris aussi, je me rappelle. Maryse Despeignets, Luc Legris. C'était le premier long métrage que j'ai joué. Et puis, j'ai joué dans une série qui s'appelait Voisin-Voisine avec Gaëtan Essou. C'était une très grande expérience pour moi. J'ai appris beaucoup de choses. Et
Après ça, j'ai joué dans des films d'Ananda Devi, La cathédrale, et Les enfants de Tromarron, The Comeback, réalisation de Sarven Ananden, le fils d'Ananda Devi. Je jouais dans Daïn avec Gopalan Chiraperumal. Comment puis-je oublier Gopalan? Une grande différence, vraiment une grande différence. Parce que moi, en tant qu'acteur ou metteur en scène, je me sens plus libre sur un plateau de scène de théâtre que le plateau de cinéma. Parce que le cinéma, vous jouez. Une fois que c'est joué, c'est fini. Ouais, c'est enregistré sur pellicule, c'est fini. Tandis que le théâtre, si je joue aujourd'hui, demain la performance sera toujours différente. Il y aura une nuance parce que ça rumine toujours dans la tête. Vous jouez aujourd'hui, quand vous allez jouer dans 2 jours ou demain, ce sera toujours, il y aura une nuance quelque part que vous voulez ajouter. Donc ça donne, disons, une portée, disons, créative aux comédiens. Voilà, je préfère le théâtre que le cinéma. Parce que ça me donne cette liberté de dire, de jouer surtout, de jouer et de jouer autrement. Parce que chaque fois que je joue, que ce soit la même pièce, je donne toujours comme une petite différence dans mes interprétations. Tout le temps, je l'ai fait. Et je conseille toujours aux comédiens, quand ils jouent, toujours de penser au public et de jouer différemment. Sinon, si vous jouez toujours la même chose, vous allez tomber dans la routine. Et la routine tue. Ouais. Et la routine aussi, ça n'aide pas à la création. Donc, voilà comment je préfère le théâtre. Auparavant, il y avait, disons, en 2008, je me rappelle bien, c'était la fermeture du Plaza. Et puis, je crois, avant ou après, il y avait la fermeture du théâtre de Port-Louis, pour rénovation. Donc, jusqu'à l'heure, ça n'a pas été rénové, c'est toujours fermé. Donc, il n'y avait qu'une seule salle, c'était le théâtre Serge Constantin. Une seule salle, à proprement dit, de théâtre. Il y avait le MDI, la salle du MDI, mais la salle du MDI, c'était plutôt pour des conférences. C'était pas, disons, comme si fait pour le théâtre, à proprement parler. Mais on ne pouvait pas faire autrement, on peut jouer là-bas aussi. Vous voyez. Il y a la salle Octavier aussi, mais c'est pas libre. Et MDI, par exemple, ça coûte cher. Hein. Le théâtre Serge Constantin, c'est toujours occupé. Pendant toute l'année, il y a des festivals d'art dramatique en 10 langues. Donc, vous imaginez. Donc, la salle est prise pendant toute la durée de l'année. Quand est-ce que vous pouvez avoir la salle? C'est à la fin de décembre. Mais la fin de décembre n'est pas appropriée pour monter une pièce. Surtout, nous jouons des pièces à thème, des pièces qui interpellent le public. Vous ne pouvez pas aller interpeller le public pendant les fêtes de fin d'année. Ce n'est impossible. Alors, cette salle, c'était une boutique auparavant. C'était une boutique. Mais lorsque les locataires sont partis, j'ai décidé de transformer la salle. Parce qu'après mon expérience, surtout à La Réunion, à Rodrigue, dans les Caraïbes, même j'ai joué aussi au Zimbabwe, au Sud-Afrique, Malawi, mais il y avait des salles comme ça. Alors je me suis dit, pourquoi il faut tout le temps, disons, avoir une très grande salle comme Serge Constantin, tout ça. Je me suis dit non, je vais jouer ici. Et puis, tout dernièrement, il y a le Coda Art Center qui fait des bonnes productions, je dois dire. Rien contre, mais ça coûte cher. Vous imaginez le prix d'un billet de théâtre au Conan Art Center, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Mais ici, je peux au moins
avoir un public qui peut payer pour venir jouer ici, pour venir voir des pièces. Donc j'aime ma petite salle à moi. Je crois que si. Il y a des gens qui sont des créateurs, quoi. Il y a des écrivains, des dramaturges, il y en a, vous voyez. Donc, moi, je crois que oui. Je ne perds pas d'espoir. Je crois qu'il y aura des gens qui écrivent. Du moment que c'est ouvert, vous voyez, du moment qu'il y a ces endroits où on peut vraiment se produire. Si on encourage les gens à produire, on essaye de créer un vrai festival, par exemple. Vous voyez? Parce que les gens viendront, les gens paieront pour voir la pièce. Et ça va surtout amortir le coût de production. Parce qu'en regardant les justes, ceux du large, dans la troupe, par exemple, nous avons des artistes, des jeunes qui veulent continuer. Vous voyez? Et il y a des gens qui viennent me voir, ils me disent qu'ils veulent faire du théâtre. Je dis, bon, je ne suis pas un donneur de leçons, je ne suis pas un prof de théâtre, mais si vous voulez faire du théâtre, venez apprendre sur le tas. Venez voir et petit à petit, vous allez jouer. C'est comme ça que Salvage, Kelly, Edine, tout ça, ils ont débuté dans la troupe ici. Moi, je crois que le théâtre m'a donné beaucoup d'humanisme, dans le sens que quand on regarde la société, l'être humain est en train de se déshumaniser. Et moi, je crois à travers le théâtre, vraiment, je récupère cet humanisme. Et tous mes amis aussi. Si Zodi m'a fin vin divan zot, c'est parce qu'il leader fin avoye moi pour cause zot. Parce qu'il leader peut tracasser. Parce qu'il y croit qu'il se ban peut disparaître. Sa ban qui l'autre côté là. Sa ban là peut reprendre pouvoir. Et ce palais qui nous ban exister. Zot là-bas, je peux get nous ban. Et je peux get nous ban avec l'intention pour tirer nous depuis dans ce pays là. Faudrait qu'ils autres prennent conscience dans sa élection qui peut venir là, je t'amène nous ban divan. Faudrait ou aller là-bas, ou dire qu'ils nous ban important, ou ici quand on va de l'autre côté là-bas, ou dénonce sa ban là, parce que sa ban là, je parlais qui reste au pouvoir. Leader, il n'a vraiment pour dire qu'il est bien tracassé. Sa élection qui peut venir là, les pères qui se bandent pour disparaître. Et si ce ban disparaît, ou ici ou disparaît, on n'est plus pour exister. Est-ce que c'est ça qu'ils ont tous les?